Bonsoir François. Bonsoir Alex. Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, François nous a fait le plaisir de venir de très très loin, l'autre extrémité de la France. T'as fait Angers-Nice, enfin pas loin d'Angers. Ouais. C'est les antipodes. Ouais, tout va bien. Avec une harpe dans le coffre, plein de matos, 12 kilos de pédalboard, enfin par pédalboard. Par pédalboard. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des systèmes d'amplification pour harpe, et que vous pouvez sûrement détourner pour d'autres utilisations. A tout de suite. Alors, François Pernel, c'est ça ton nom? Tout à fait. Tu es musicien, tu travailles pour plein d'orchestres, dont le tien. Oui, enfin, je travaille beaucoup en solo, on va dire solo, ça comme ça. Et puis après, je travaille dans plein de formations qui vont de la musique à danser à la musique lyrique. Très cool. Avec ta harpe, tu vois, on est plus habitué à voir Swan dans son TGV en train de faire le tour de la France, la guitare dans le dos. Toi, c'est la harpe dans le coffre. Exactement. La harpe dans le coffre ou en bandoulière, mais même pas dans le train, on n'a pas le droit. Ouais, et encore ça va, c'est pas un des plus grands modèles, on va en parler. Tu peux la transporter plus facilement que, j'imagine, la harpe traditionnelle. Et donc tu fais ça aujourd'hui dans ton quotidien. Tu vis de ça et tu as choisi le chemin le plus dangereux, celui d'aller sur Palf. Et j'ai une grosse pression parce que bon, je regarde l'émission depuis un moment, je suis très en admiration notamment de les gens qui passent là. Bon, je ne suis qu'un harpiste. Hein. Bah justement, je trouve ça génial. Moi, je trouve qu'il y a besoin d'en parler. Emily Hopkins le fait souvent. Et c'est cool qu'on puisse avoir notre Emily français. Ça fait très plaisir. et je crois que tu n'as pas du tout à jalouser son pédalboard. On en reparlera après. Tu peux nous faire écouter ce que ça donne une harpe avec un pédalboard? Je suis juste trop curieux d'entendre le résultat de ce truc-là. D'accord. Genre, pour toi, le son, tu vois, je sais pas, tout à l'heure tu me parlais de Game of Thrones. Un Game of Thrones avec des effets qui déboîtent pour entendre le son de la harpe, tu veux? Mais là, avec mon pédalboard? Ouais. Vas-y, fais-nous écouter un son qui déboîte avec ta harpe. Et en quoi c'est intéressant d'amplifier ta harpe, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a changé de galaxie. Ah ouais, t'as tué toute une classe de conservatoire là. Waouh, ok. Donc c'est ça que tu fais tes week-ends? C'est ça. Alors mes week-ends, si c'est du mariage, je reste très classique. Je joue ce que la musique que les gens veulent, n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y en a qui t'interdisent de ramener ton pédalboard en mariage. En fait, je le ramène pas. J'en étais sûr. Ça, c'est pour la maison et puis pour mes projets à moi, mes petits projets qui vont devenir très grands. J'adore. Bah, on parlait de potentiellement un peu de musique à ton nom. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ah oui. Bah, là, il y a des compos, on trouve de tout, même sur Internet, mais je pense qu'il faut que je les emmène à un niveau supérieur avec un travail du son où on entend à la fois des effets, mais aussi de l'harpe. Allez écouter ce que fait François. Allez écouter. Alors, aujourd'hui, le sujet vraiment, c'est la harpe, comment ça marche. Moi, je suis un débutant. Comme je te disais ce matin quand tu es arrivé, je n'ai pas fait de recherche volontairement, je veux une masterclass. Okay. J'aimerais que tu nous racontes dans cette vidéo quels sont les différents types de harpe, comment ça marche et comment on peut mettre ça dans un pédalboard. Alors, je vais faire le professeur, donc. Hein. Vas-y, je t'en prie. Donc, moi, j'ai une formation classique conservatoire. Donc, au conservatoire, on travaille sur les grandes harpes qui s'appellent les harpes classiques, mais qu'on devrait appeler harpe à pédale. Je fais la petite parenthèse. En face, on leur met les harpes qu'on appelle celtiques et qu'on devrait appeler harpe à levier. Harpe à pédale, harpe à levier. À quoi servent ces pédales ou ces leviers qu'on a en haut? À changer, en gros, le statut de la corde. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait que les touches blanches du piano dans les doigts, et qu'on devait attraper les touches noires, bah on le fait au pied avec la grande harpe, et on le fait en changeant les leviers avec la harpe celtique ou la harpe à levier. Donc c'est pas les pédales d'effet,
C'est les pédales au sol de l'harpe. Pédale au sol. Donc sur la grande harpe, il y en a 7. Pourquoi 7? Une par note. Si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc à chaque fois qu'on appuie sur une pédale de do, par exemple, tous les do deviennent dièse d'un coup. D'accord. Ou ils deviennent tous bécard ou bémol. Voilà. Alors que sur la petite, on peut s'amuser à avoir un do dièse ici et un do. Si je les joue ensemble, j'ai un do dièse, do bécard. Enfin, ou... C'est mieux quand même. C'est beaucoup mieux avec les effets, on est d'accord. En plus, j'adore ton innovation, la double expression. ça, c'est génial. Parce qu'on lui a demandé de mettre le board sur la table pour la vidéo et... Ça tient pas. C'est génial. La double expression, j'y ai même pas pensé, tu vois. Tu gagnes de la place en 2 secondes, ça peut presque marcher en vrai. Hein. Oui. Donc là, oui, j'ai ma pédale de volume juste pour tout simplement envoyer ou pas le son du micro dans les effets. Et ça, c'est une pédale pour contrôler une autre pédale qui est... Voilà. La pédale de pédale, très bien. Et une pédale d'expression pour une, voilà. Alors, bon, disclaimer, si vous voulez savoir comment son pédalboard marche, il y aura une autre vidéo pour ça, parce qu'on ne pourra pas tout faire dans cette vidéo. Ok, donc, il y a 2 formes de harpe. La très grande à pédale et la plus petite à levier. Voilà, la grande à pédale, 47 cordes, avec un son classique, qui sert en général à la musique 47 classique. cordes. Voilà, 47 cordes. Il y en a autant là, non? Là, il y en a 38. Ah oui, C'est le maximum pour une harpe dite celtique. c'est déjà beaucoup, C'est 38. déjà beaucoup. Waouh. 5 octaves, l'autre en a 7. Voilà. Donc la grande harpe, elle a en gros les 7 octaves du piano, du Bosendorfer classique, enfin voilà. Ah oui, oui. Et là, on a une octave en moins, il nous manque 5 notes en bas, 5 notes en haut, enfin voilà. Ça me plaît, je viens de faire des ponts, tu vois, je connaissais pas du tout le sujet, donc t'as les mêmes cordes qu'un piano dans la grande, mais du coup, au lieu de taper, tu pinces, enfin, c'est... Waouh, plein de choses que j'apprends aujourd'hui. Ok, super. Alors les leviers, j'ai vu que tu peux jouer Satriani si t'as envie. Ouais. Tu peux t'amuser avec, vraiment? Bah, alors, il y a plusieurs façons de s'amuser, mais en effet, les leviers, c'est... Et après, on a la manière différente. Plus pleurante, mais il faut enlever une main pour le... Tu fais tes bends. Je fais mes bends. Tu fais tes bends. C'est cool. Alors d'ailleurs, cette harpe, c'est pas n'importe quelle harpe. Non, c'est vrai. Alors ça, c'est le modèle Excalibur de chez Kamak Harps. Ah oui, j'ai remis le t-shirt pour Le mec est endorsé, quoi. Ouais. Et suite à une discussion que j'avais eue avec le staff, le patron là-bas, qui s'appelle Jacques, et je lui ai dit, bah ouais, moi j'aime bien vos harpes, mais j'aimerais bien une comme ci, comme ça. Et il m'a dit autour d'une pizza, bah, je ne vois qu'une chose, on va te faire une harpe. Ah bon, bon d'accord. Et donc ça, c'est le proto, c'est la numéro 3, puisqu'il y en a eu 2 autres avant. C'est l'Excalibur première de la série. C'est Voilà. marrant, il y a tout qui se deal autour d'une pizza. Ah, c'est... Le nombre de choses que j'ai dealé autour d'une pizza, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, Kamak, entreprise française qui fabrique depuis... Attends, c'est marqué au dos, bouge pas. C'est vrai 72. Ouais. Voilà, c'est marqué au dos. C'est bien, mais vu que je me vois pas dans mon dos. Bah voilà, je te le dis, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. J'ai lu l'histoire à la Star Wars, quoi. Ouais. Joël Garnier, inventeur passionné, 1972. Et son frère Gérard, C'est ça. je pense que c'est lui qui a créé Algam ou c'est ses parents. Je sais pas. crois Je t'avoue que je sais pas. En tout cas, Algam, une boîte aussi française de distribution avec qui on peut acheter, par exemple, dans la division Kamak, les MXR, les Dunlop, les choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Donc une très grosse maison, quoi. Très grosse maison. Je sais pas, ça vaut combien une harpe comme ça Dans les grandes familles de harpes, celle-ci, je crois qu'elle est autour de 4000, 7, 8, dans ces eaux-là. L'entrée de gamme d'une harpe celtique, c'est autour de 2002 ou 2000 euros. Et ça monte jusqu'à, je crois, 5 ou 6000 avec une qui est tablée carbone. Enfin voilà, bon, avec des pour choses qu'elle soit plus légère. plus légères. Elle Ouais. fait la moitié du poids. Ouais, mode cycliste, je comprends. Exactement, mode Ouais, cycliste, ouais, mais je donc comprends. le carbone vaut cher et tout ça. Ouais, Et ouais. dans les harpes à pédales, ça commence à, disons, modèle d'étude de 12 000 €
€ et ça monte jusqu'à 75 000 pour une marqueterie, dorure à leur fin, tout ça. Et tu viens avec un Troton 5 quand tu fais ton mariage. En plus, Voilà. mais ça rentre dans une Dacia. Je tiens à le dire. T'as Merci testé Bah oui, T'as testé la Dacia versus la harpe à pédale. c'est ça. Faut faire une vidéo aussi. On n'est pas sur Villebrequin, mais on pourrait. Ok. Très bien. Mais alors, ok, il existe aussi des harpes électriques, j'imagine. Alors, Comme les violoncelles, les machins comme ça, les Exactement. violons. et ça fait un moment, Ouais. et ils ont été les pionniers avec la harpe électrique. D'ailleurs, Ouais. il y a des grands noms de la harpe qui jouent sur harpe électrique. Des Bronson, Conan, enfin, Mary McMaster. Mais bon, voilà, c'est plus dans le monde des harpistes, donc c'est pas très connu. Stivell, il joue aussi sur des... Je suis bête, lui. Ne regarde pas comme ça, je connais pas les noms des artistes, des harpistes. Alan Stivell, juste lui. Bon, bref, mais la technologie qu'il y a derrière les harpes électriques, c'est la technologie piezo. Donc, c'est un micro par corde, donc ça a l'avantage d'être très propre, entre guillemets. Ouais. On a l'attaque du son, mais c'est aussi une technologie, je pense que tu en parleras mieux, mais qui a tendance à compresser le son et à lui enlever toute sa profondeur. Donc, tout le charme de l'instrument acoustique, en fait, c'est un autre instrument. C'est-à-dire que moi, ça me convient pas, mais c'est comme de la guitare électrique, en fait. Je pense qu'il y a eu ça au début de la guitare électrique, Ah oui, où clairement. c'était clairement, c'est quoi ce sous-instrument qui casse le son, quoi. En fait, le micro piezo dans la guitare électrique, il me semble que j'avais testé une guitare, justement signature Steve Lukather, où il y a un piezo à l'intérieur. Je crois que c'était dans celle-ci. Corrigez-moi en commentaire. Et j'avais trouvé ça pas du tout à mon goût. Et t'as raison, c'est ce côté où en fait on a été habitué à certaines choses. Les anciens qui avaient touché qu'à de l'acoustique, tu leur mets une électrique, ils voulaient pas. Et je peux comprendre que certaines personnes aiment le piezo, n'aiment pas. Et là, comme tes cordes, on va en parler en détail, mais c'est pas des cordes en métal, tu peux pas avoir l'effet de champ magnétique comme avec des micros électromagnétiques et qui sont très pratiques. En fait, la guitare électrique, elle a aussi les avantages de ce micro qui permettent d'aller sur scène avec peu de problèmes. Le micro piezo, c'est un micro avec un effet physique de vibration qui crée un signal. Et donc, ça a aussi des problèmes de Larsen, j'imagine. Oui. Ouais. Donc ça, c'est... Mais bon, voilà, piezo, moi, c'était vraiment le son qui me plaisait pas. Après, pour avoir un gros niveau de son devant, j'ai pu trouver une solution, mais c'est sûr qu'au départ, j'ai essayé les piezo. Donc, à l'époque, c'était KNK qui fait ça, qui fait toujours d'ailleurs. J'ai essayé aussi le système Schertler, qui est une capsule qu'on met sur la table qui se comporte comme une membrane de haut-parleur, en fait, avec une espèce de plastique qui sert de membrane et qui, mais qui avait pour le coup un très gros bas, mais et qui manquait de précision dans l'aigu pour moi, parce que là encore, il faut que ça soit excité, une membrane. Donc c'est pas un micro, ça reste un contact, quoi. Donc qui dit contact dit que les fréquences basses vont sortir très fort. Ouais. Et alors, pourquoi pas en associer, par exemple, garder celui-là pour les bas et en mettre un pour les aigus? il y a des belles associations. Moi, je pense en effet que, entre guillemets, on pourrait mélanger un piezo pour l'aigu, pour l'attaque des doigts, et puis le Schertler que j'avais à l'époque, pourquoi pas, pour tout ce qui est bas mis des subs, surtout, carrément, ça envoyait du sub, quoi. Mais après, faut aimer, parce que le son, il est pincé, il est dans le nez, dans le piezo. Moi, à la limite, j'allais te dire, on pourrait pas repiquer ça un peu comme une batterie, avec plein de micros autour? Oui, mais la batterie, c'est elle qui, déjà, au niveau sonore, elle envoie très, très lourd. Nous, moi, je le vois bien dans les mariages. C'est-à-dire, parfois, je fais la balance, on me dit « Oh là, c'est drôlement fort ». Alors, je dis « Oui, c'est juste pour la balance ». Mais je sais très bien que dès qu'il y a du monde qui arrive, qu'est-ce qui va disparaître en premier ? Alors là, pour le coup, c'est le bas. Les bas, ouais. Donc, en fait, l'aigu va rester très fort. On va le percevoir. Ça m'est arrivé une fois de jouer avec un ampli qui marchait pas. On m'a dit « Tu peux mettre plus fort ». Alors, j'ai fait « Oui ». Puis, j'ai joué juste fortissimo. Puis là, ils y ont cru. Mais t'es obligé d'envoyer, quoi. Ouais. Il faut y aller. Et j'ai joué que dans l'aigu, c'est-à-dire quand je suis coincé entre guillemets à n'être qu'en acoustique et qu'on me dit joue très fort, boum, je joue tout 2 octaves au-dessus, je joue dans l'aigu, là on fait ah super la harpe, c'était super. Parce que je sais que l'aigu va être tout de suite perçu. Toujours pareil. Le mix, depuis qu'on en parle. Donc le mix, parce que quand tu joues, en général, il y a quoi comme instru avec toi? 80% du temps, je suis tout seul. Sinon, on me fait jouer avec quatuor à cordes, violoniste, chanteur. Je l'ai joué avec sax et percu la semaine dernière. Accordéon. Il y a personne de très bas là-dedans, quoi. Non, ça envoie. C'est pour ça que c'est bien que tu conserves tes bas. Oui. Parce qu'il n'y a que toi, au final. Oui, c'est vrai. Et on peut vraiment on peut s'amuser, mais tu vois, faire avec du bas. Enfin, on le verra peut-être tout à l'heure. Ouais, vas-y. Mais à vraiment s'amuser.
bref, des trucs de bassiste, mais on peut l'avoir ce bas, quoi. Moi, j'aime bien. Mais c'est du bas qui est teinté à l'aigu quand même. Où il y a de l'attaque, il y a des Dans le timbre, il y a de l'aigu. Il n'y a pas que du bas. Exactement. D'ailleurs, on l'avait pas mis l'octaveur, mais si, je sais plus s'il était, mais... Si, à l'octaveur. Il y est quand même. On en parlera dans un autre épisode, calmez-vous. Ok, donc finalement tu peux pas repiquer avec des micros comme une batterie parce que t'as pas assez de volume, tu risques d'être noyé sur la scène, de faire... t'as tous les inconvénients qui marchent pas, donc t'as pas le choix, il te faut une solution qui prenne pas le Larsen et qui prenne pas les bruits d'ambiance. C'est ça. Et t'as trouvé quelque chose. Donc j'ai trouvé quelque chose, et ce qu'il faut, c'est quelque chose qui se comporte comme une cellule, mais qui en soit pas complètement une. Alors ça fait maintenant 10 ans que je bosse avec le système Ichel. Ichel, ok. Donc Ichel, qu'est-ce que c'est? C'est un micro à condensateur, mais qui ne touche pas la table, puisqu'il y a une pâte adhésive audiophile, enfin qu'il a créé lui-même, le gars, puisque il est sur Nantes. En gros, il a développé ce système. C'est pas du tout une pâte à fixe. Si vous mettez une pâte à fixe, c'est une horreur. Le son, il est tout dur. Enfin, c'est fou parce que ça, c'est une grande partie du micro, c'est la pâte adhésive, quoi. Ça fait partie de la membrane. Ben oui, c'est ça. C'est comme une extension de. Ouais, c'est une extension. Et la façon dont on va le poser, d'ailleurs, et de la quantité de pâte va changer énormément le son. Donc, il faut passer du temps à le poser, mais une fois qu'on l'a posé, on a quasi l'effet d'un statique. Un statique isolé, quoi. Un statique qui se comporte comme une cellule, en fait. C'est génial. Voilà. Donc, génial. Donc ça, tu le places dans ta caisse, voilà, à un endroit étudié. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'emplacement, comment ça va changer les fréquences? Donc oui, tout à fait. Là, on a donc en bas de la table, ça c'est la caisse de résonance, elle est là, et ça c'est la table de résonance, comme une guitare, avec un chevalet contre chevalet derrière, qui est plus ou moins épais pour pouvoir tenir la pression. Bon, je rentre dans les détails, pardon. Non, mais t'inquiète, vas-y. Hein. Voilà, quand j'ai Ichel préconise de mettre le micro plutôt sur la table. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus de pression, entre guillemets, le plus de vibration. Et moi, de par le fait que je joue très fort, de par le fait que j'ai une technique classique, donc beaucoup de force dans les mains, j'ai changé, et pour moi, donc c'est pas l'endroit idéal. Alors avant, je le posais là, c'est-à-dire en gros, premier tiers dans le grave. Je récupérais beaucoup de graves. Et je récupérais aussi assez d'aigus, c'est-à-dire que dans l'aigu, c'était vraiment criard, et c'était très beau dans le premier tiers, dans le bas, au niveau de 5 cm du plan de corde. Alors ça marche surtout pour les gens qui ont des harpes où il n'y a pas une grosse puissance de l'instrument, ouais. Et là c'est parfait, quoi. Donc des Mélusines, des Hermines, enfin je pense en termes de marque de harpe, quoi, qui ont une tension plutôt faible, ça marche très très bien. D'ailleurs c'est équipé en série sur les harpes Camac maintenant. D'accord. Les hauts de gamme, mais ils les vendent aussi pour les... Ouais. Voilà. Et moi ce que je fais, c'est que je la mets, j'ai trouvé récemment, parce que ça fait des années que je cherche, mais je l'ai placée dans le haut de la caisse, au niveau soit de l'éclisse, c'est-à-dire du renfort en bois, soit légèrement en dessous. Et là, je l'ai mis vraiment sur la caisse, donc je perds du rapport signal-bruit, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai un peu plus de souffle, mais beaucoup plus de... T'as moins de volume, en fait. J'ai moins de volume parce que c'est moins excité. Oui, par rapport à être ici. Oui. Ici, tu aurais plus de volume, donc plus de signal-bruit, d'accord. C'est ça. Et si tu descends, tu as des bas. Et si tu montes, tu as des aigus. Eh ben, bizarrement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, j'ai essayé de la mettre en bas, et en fait, là où c'est mieux, c'est vraiment sur le premier tiers aigu. Là, c'est ton sweet spot, comme on dit. Oui. Mais si tu vas là, c'est plus aigu ou c'est plus bas? J'ai pas pu le vérifier, ça, parce que la dernière fois, j'ai vérifié, je l'ai mise derrière, je l'ai mise un peu partout, puis il y a des fois, il y a très peu de bas, alors qu'on est plus proche du bas. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais essayé là, et en l'essayant là, j'avais moins de bas. Alors, c'était pas logique. Alors, si, enfin, pour moi. Les fréquences, elles ont des nœuds. Et elles ont des endroits où elles vont résonner, d'autres où elles vont pas résonner. Ça se met en hors phase un peu, non? Un peu, on va dire ça. Ouais, ça va vibrer de tous les côtés. Et oui, c'est vrai que c'est pas aussi facile que gauche-droite, quoi. C'est ça, c'est pas quelque chose d'aussi facile. Alors, oui, il y a une logique, mais elle est complexe. Il faut la voir en plein de dimensions différentes. Et je pense que ça demande des modèles mathématiques un peu complexes. I au carré égale -1, quoi. Dans cet ordre-là, mais un peu moins complexe. D'accord. J'espère, en tout cas. Ok, donc ça te sort le signal de ta harpe. Voilà. Est-ce que tu peux nous la faire écouter? Du coup, si tu peux, on a coupé l'ouette. On a coupé l'ouette. On va en parler après. Donc là, ce système-là, il est installé, on est d'accord, c'est la prise XLR. C'est ça, c'est la prise XLR. Donc cette prise XLR, toi, on l'a branchée directement dans la table, et on a, enfin dans la carte son, et on a poussé un peu, un peu beaucoup, même à 90-95%,
le préamp de la carte. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a un petit problème d'amplification. On en parlera après. Mais voilà, écoutons, juste comme ça, sortie de harpe, quoi. Tiens, je me permets une petite Vas-y, amuse-toi. petite digression. Donc là, je monte mes leviers, ça veut donc dire que je prépare ma gamme. Donc là, je monte les mi et les la. Donc mes mi et les la ne sont plus bécards, et donc je n'ai plus qu'un bémol à la clé. Voilà, ça c'est pour les musiciens. Ouais, bah pas moi, regardez pas. Hein. J'ai fait court. Très chouette. Voilà. C'est cool. Et donc là, déjà, on a un très beau basse. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est qu'il y a une ligne de basse, une pseudo-ligne de basse. Et là, on entend, c'est déjà très moelleux, très rond Ouais. en bas. Et voilà. Alors bon, les bas, t'as vu, ressortaient moins bien à la carte son. On va voir comment ça va rendre. Les aigus, en tout cas, sortaient bien. T'as vu? Donc il y a vraiment ce côté où t'as des fréquences différentes qui vont avoir des niveaux différents. Et ça, c'est un truc... T'as essayé d'en mettre deux, des comme ça? Deux comme ça. Au départ, mais avant de faire mon pedalboard, je cherchais en effet deux placements pour pouvoir séparer mes fréquences. Ouais. Mais après, bon, ça crée aussi des zones un peu... il faut que je le refasse parce que, comme je le disais un petit peu, intéressant, hein. c'est intéressant et il faudrait le refaire parce que maintenant, j'ai les nouveaux micros aussi. Et c'est tout récent que je les ai, donc. Et oui, c'est tout récent. Moi, je sais pas, t'en as un deuxième là, tu vois. Je me dis, ça vaudrait le coup que tu testes d'aller choper plus de force dans le bas. Tu vois, peut-être en te mettant devant, comme ils préconisent, pour aller choper de la force dans le bas. Oui, choper de la pression acoustique. Dans le bas médium. Encore des recherches. Et de garder ça dans les hauts médiums, quoi. Ça me fait rire parce que là, entre guillemets, je livre mais des mois et des mois de recherche. Parfois, j'arrive le matin dans le studio et je vais passer 10 heures à faire du placement micro. À la fin, on a la tête qui fume. Ah oui, tu peux pas. Ah non, mais... Ouais. Ah, là, tu meurs. Ce qu'il faut, c'est arriver à enregistrer des pistes et à regarder un peu le spectre. Ouais. Je sais pas si t'amuses à faire ça. Alors, je faisais des enregistrements Pro Tools, puis en fait, à l'oreille, je disais, ah ben non, là, il y a trop d'eux, il n'y a pas... Voilà. Donc, Ouais, c'est ça. c'est difficile. Hein. Très difficile. Tout seul, on fait plein d'allers-retours. Enfin, c'est pas très... pas idéal, mais c'est comme Non, ça. c'est pas idéal. En tout cas, c'est déjà très beau. Moi, je trouve que par rapport à la réalité acoustique, on est quand même très proche. On verra l'enregistrement parce que là, c'est une première pour nous. On n'a jamais enregistré de harpe. On verra comment ça rend. Et il y a le sujet du préamp quand même. Là, le préamp de la carte son est quasiment à blinde, donc il y a forcément du bruit dans votre écoute. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour préamplifier la harpe? Alors, quand je sors en XLR en basse impédance, je prends évidemment l'ampli de mon ampli FRFR, qui a un gain qui est plutôt très joli, quoi, mais je le pousse pas mal. FRFR, ça veut dire quoi? Free Range Flat Response. Ok, donc le truc parfait. On parle en anglais maintenant. Ouais. Yeah, ok, that's fine. Et voilà, le truc où il y a en effet la réponse en fréquence la plus droite possible. Donc, pas de boost, pas de choses qui sont enjolivées ou creusées. Alors ça, c'est l'enceinte qui est comme ça. Mais dessus, de ce que je vois, tu as une table de mix avec des préamps. Ouais, c'est ça. Et les préamps sont très qualitatifs. L'ampli est assez lourd, donc il y a vraiment y a du cuivre et de la bobine dedans. Donc, à mon avis, il y a... Oui, mais justement, ça peut pas être flat vu que c'est un préamp. Du fait que tu as un EQ, que tu as du gain, et plein de choses comme ça. Et ce qui est cool, hein. Ce qui est cool. Ouais. Moi, c'est ce que je préfère, parce que du flat, en fait, c'est une sono, quoi. C'est ça. Et pourtant, c'est moins coloré qu'un AER. Qui est censé être aussi un peu FRFR. Enfin, c'est-à-dire... Oui, moi, c'est vrai que quand tu me dis FRFR, je pense à un AER. En effet, pour ceux qui font de la guitare acoustique ou autre. Et c'est vrai que là, toutes les astuces qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on peut les appliquer à un paquet d'instruments acoustiques. Ah oui, mais j'ai pas dit parce qu'en fait, il a développé ce micro, Fischer, parce qu'il en avait marre de galérer avec les guitares nylon et les guitares manouches. Donc, il a développé ce système et c'est utilisé sur des marimbas, c'est utilisé sur des violons, sur les guitares, mais c'est long en placement. Il faut en effet... oui, parce que la table de guitare, c'est compliqué. Hein. Oui, et justement, il a plein de tutos sur son site, mais il m'a dit pour les guitares, fais pas le test parce que ça prend du temps à installer, quoi. Mais par contre, j'ai envie de dire, ça prend du temps, mais une fois qu'on l'a et qu'on est
content de la réponse, c'est génial. Et il a changé justement son électronique récemment. Il l'a fait encore améliorer avec des composants traversants, des trucs super. Enfin bon, bref. Ah, lui aussi, l'adepte de la pignole, quoi. Oui, c'est ça. Composants traversants. Oh oui, oui, oui. Tout soudé à la main, c'est magnifique, en point par point. On est bon, pas de CMS ou peu de CMS. Oh là là, on est bon. Là. Ah, ça change tout. C'est ce qu'on aime, hein, parce qu'on va parler de ça après. Ça change tout. Bah oui, on va parler de ça. Mais donc, ouais, t'as un beau micro, tu le rends dans une enceinte préamplifiée, donc qui va apporter de la couleur. Aujourd'hui, je sais pas, on n'a pas pris le temps de creuser, mais quand on a branché ton truc dans notre carte son, ça faisait du bruit, il fallait chercher à comprendre. On n'a pas eu le temps de chercher, mais en théorie, toi, tu ramènes ça sur scène, tu joues direct, et comme souvent tu joues solo, ben voilà, ça suffit. Puis j'ai appris à vivre avec le souffle. Là, je viens juste d'entrouvrir la porte aussi des amplis. Alors certes, j'ai un truc à régler, mais ce que je veux dire, c'est que le souffle, après, on apprend à vivre avec, parce que aussi, on joue fort. Quand on éteint, évidemment, il y est souvent, mais voilà. Ah bah moi, je m'y suis habitué. D'ailleurs, pardon, tu disais. Ok, ça c'est cool. Bon, donc jusque-là, il n'y a pas de pédalboard. Il n'y a pas de pédalboard. On est en basse impédance, comme un SM58 ou comme un statique. C'est quasi un statique de studio qu'on branche, mais il n'y a pas d'effet de Larsen, parce que c'est isolé. Voilà. Ah oui, là, tu peux si tu montes beaucoup le volume ou pas? Ah bah, oui, si on monte beaucoup le volume, mais enfin, avant c'était 0 retour. Que là, dès lors que j'ai eu le Ichel, je pouvais jouer avec un retour où je m'entendais fort dedans. Ça, c'est chouette. Ah ça a été le jour et la nuit. Bah, en même temps, c'est juste nécessaire, quoi. Bah oui. Comment tu travailles sinon? Enfin bon. Oui. Ok. Mais c'est chouette, du coup, tu as un retour d'expérience du terrain, et ça, je pense que ça leur sera utile. Franchement, très très cool. Bon, t'es endorsé Ichel ou pas? On va dire que ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, donc voilà. Ouais, il a de la chance d'avoir quelqu'un en compagnie. Ça, c'est les protos de la nouvelle série qui vient de sortir il y a moins de 6 mois, enfin il y a moins de 3 mois même. Ouais, donc là, c'est un précurseur du truc, quoi. D'ailleurs, le format carte bleue, vous le trouverez plus parce que c'est juste pour les protos. Hein. Maintenant, il a repris son système format. Bon, je vais pas le sortir parce que c'est... Non, mais c'est une sorte de pince. On dirait une pince de Toki Walkie, là. Disons que c'est la moitié en taille maintenant. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, c'est marrant. Ouais, donc t'es bien proche de Ichel et de Camac. C'est cool. En même temps, c'est dans ta région. Hein. Ah bah, les deux, ils sont à côté de chez toi. À 37 minutes de chez Camac et 1 heure de chez Ichel. Ouais, donc tu prends la bagnole, tu vas les voir. Et... Bah là, clairement, il m'a fait mon installation il y a 4 jours de mon définitif. On est toujours là, c'est comme les pedalboards, c'est mon dernier définitif. Dites-le, j'ai terminé mon pédalboard, ouais. Je vous regarde. Je vous regarde. Ok, trop cool. Et donc, avant, il n'y avait que le low impédance, donc ça marchait très bien. Je branche dans la table, super son. Ok, tout va bien. Tout va bien. Mais j'ai eu envie d'utiliser des effets. Et là, le low impédance, ça marche pas. Donc, le low impédance, alors je vais pas vous faire un cours là-dessus, ça va être un peu long et ennuyeux. Mais en gros, il te faut de la haute impédance pour rentrer dans les pédales, parce que c'est comme ça qu'elles sont conçues, on va dire, pour simplifier le game. Si tu as de la basse impédance, c'est ce qu'on appelle souvent l'entrée-ligne, en fait. Et c'est ce qui a beaucoup de niveaux. Parfois, tu peux mettre des grosses tensions, et tu pourrais même tout casser, en théorie. Oui, parce que c'est grosse tension et faible... Ah oui, c'est ça, U égale RI, c'est quoi? Ah non, alors c'est gros courant, pardon. Gros courant. Oui, gros courant. Gros courant. Donc, là, oui, la tension est censée rester la même, mais ça va dépendre. Le niveau ligne, c'est aussi la tension. Ça va aussi dépendre de plein de choses. Bon, bref. Mais non, ça sera pas pour faire simple, c'est vrai que si tu sors en XLR, déjà, tu te dis, je la mets où dans ma pédale? L'XLR, ça rentre pas. Donc déjà, c'est un signe, comme quoi il y a quelque chose qui se passe mal. Ouais. Et ensuite, si tu enlèves la symétrisation et que tu rentres, souvent, on utilise ce qu'on appelle des boîtiers de réamp, qui passent de XLR à mono, ou même stéréo, hein, si tu as envie, mais qui permettent de réenregistrer des choses. Dans notre cas, le plus intéressant, vu qu'il fallait monter le volume et passer en jack, tu as utilisé, j'imagine, un préamp. Oui. XLR vers mono. Mais, vers jack, pardon. Vers jack, mais en fait, ça fonctionnait pas parce que enfin, juste le préamp, ça n'augmente pas l'impédance. Enfin, ça augmente le volume. Alors, un préamp adapté qui prend l'XLR, qui est prévu pour ça. Mais j'avais même acheté la RNDI, qui était la seule DI du marché. Non, pas la RNDI, la Red DI. La grosse rouge comme ça. De radial? De chez A-Design. Donc une DI à 600 €, je crois. Un truc, on était dans un gros machin. Qui était la seule qui rentrait en XLR. Et donc, je me suis dit, c'est bon, c'est ma solution. En plus, elle a été à lampe dedans et tout. Donc, ça rentrait n'importe quel signal. Mais derrière, j'avais pas encore ce côté où mes effets, pour les faire marcher, je devais les mettre à 100% ou à 80%.
Et Ouais, donc t'étais toujours pas au niveau d'un instrument. Et ce qui m'a changé un peu le game changer pour moi, ça a été dans un premier temps ça. Ouais. C'est-à-dire une pédale d'adaptation d'impédance. Ouais. Où vraiment on rentre, certes il y a un préamp, mais parfois je me servais pas du préamp. Tu t'en servais pas du préamp, juste de changer l'impédance, ça avait tout changé. Ah ouais, c'est fou. Et donc c'est, je sais pas, c'est mystérieux. Puis il a fallu, ça fait longtemps que je cherche et il n'y a pas vraiment de documentation en ligne. C'est compliqué. Alors ce gars qui est français d'ailleurs a fait cette pédale. Là c'est la double blow, mais il a la blow tout seul parce que je crois que c'est au départ pour des trompettes ou des gens qui utilisent des micros. Et surtout il fallait la lime fantôme. Et ça délivre la lime fantôme. Ça prend de la lime pédalboard. Ouais. Et il y a un petit temps de montée. C'est ça qui est amusant, c'est qu'avant de fournir le 48 volts, il faut 4 secondes, quoi. Ça fait puis voilà. Mais à part ça, ça marche très bien. Oui, non, mais c'est ça, il charge les condensateurs et puis voilà. C'est genre le bonhomme prend des forces, quoi. Exactement. Alors, il faut et puis voilà, ça c'est très très pratique et ça m'a permis enfin, avec mon micro basse impédance, d'attaquer les pédales. Et la nouvelle qui est arrivée depuis moins de 6 mois, c'est que Ishel a développé son système-là en 3 versions, dont une haute impédance directement. Ah, heureusement. Oui, heureusement, les gars. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà avoir le bon micro, quoi. Le bon micro, et puis voilà, tout simplement. Et donc là, je peux me brancher dans direct une disto, et tout de suite, la disto va réagir au micro. D'ailleurs, t'as une prise jack ici, quoi. C'est ça. T'es directement en jack, t'es prêt à travailler. Ça, c'est cool. Donc là, t'as tout gagné. Tu rentres dans le board, et après, tu fais ta petite tambouille. C'est ça. Et si vous voulez, on vous fera un épisode sur son pédalboard. Ça pourrait être pas mal. Avec plaisir. Fais-nous écouter quelque chose d'assez fou que tu fais avec ton board pour leur donner envie quand même quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va aller par là. Je ne sais plus. Toi, tu nous fais du Julien Bitoun à la harpe, quoi. Alors là, je suis très flatté. Julien, je t'aime. Le mec, il met de la fuzz sur sa harpe. D'ailleurs, elle a des têtes de mort, ta fuzz. C'est peut-être un signe. Bon, bah merci beaucoup, François. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Et dans quelques semaines pour le pédalboard de François. Merci. Très cool. Ouais, c'était plus concis.